Paris, 15e arrondissement. Une majorité d'immeubles cossus et haussmanniens, un quartier très calme en apparence, mais qui est devenu ces derniers mois le terrain de prédilection des cambrioleurs. 8 square sexe pour un possible cambriolage en cours. Ouais, c'est reçu. Avec l'explosion du nombre des vols avec effraction, ce genre de situation se répète bien trop souvent au goût de Pierrick et de ses collègues de la brigade anticriminalité. Allez! Pour avoir une chance d'arrêter ces suspects, il faut faire vite. Apparemment, il y aurait peut-être des cambrioleurs en action sur le square de Sexe. Pierrick le sait, les voleurs aguerris restent rarement plus d'un quart d'heure sur les lieux de leurs méfaits. Dégage, dégage! Pour les hommes de la BAC 15, l'objectif est de les surprendre en flagrant délit. Vas-y, c'est bon. 5 minutes plus tard, les policiers se garent au pied de l'immeuble. Ils y retrouvent des collègues qui eux aussi ont répondu à l'appel radio. Le mec à l'intérieur, il l'a pas vu ressortir. Les voleurs seraient toujours sur place et une locataire de l'immeuble leur indique où ils opèrent. C'est à quel étage? C'est au 5e, moi j'habite au 6e, et effectivement je suis descendue. C'est elle qui a appelé la police, alertée par des bruits entendus dans sa cage d'escalier. Les malfaiteurs seraient 3. Vous vous laissez la porte ouverte pour pas qu'il descende. Le piège est en place. Mais sont-ils dans l'escalier ou en train de cambrioler un appartement? C'est là, connard. Alertés par le bruit, les voleurs ont tenté de fuir. Mais les policiers ne leur laissent aucune chance. Par terre. Par terre. Tu bouges pas. Reste là-bas. Un flagrant délit parfait. Pour le square de Sexe, 3 individus interpellés pour vol et frac. Donc un individu couché par terre, interpellé. On va les vérifier. Pris la main dans le sac, les cambrioleurs reconnaissent les faits sans se faire prier. Vous faisiez quoi là? On voulait faire la maison. De quoi? On voulait faire la maison. Quelle maison? En bas, on avoue. C'est pour ça on s'arrête. Voilà. Tiens, Lionel, prends le tournevis. Il y en a un autre là? Ils ont pourtant eu le temps de cacher plusieurs énormes tournevis sous le tapis. Le matériel de base des cambrioleurs. T'en as aussi là-bas? Et une preuve de plus pour les policiers. Visiblement, les voleurs ne sont pas aussi chevronnés qu'ils se l'étaient imaginé. Pourtant, Pierrick les met en garde. Premier qui bouge, les gars, il est mal. D'accord? Bougez pas. Ouais, je préviens. Il y en a qui ont essayé, ils ont joué, ils ont perdu. Dans l'escalier, les policiers s'arrêtent devant l'appartement que les 3 suspects ont tenté de dévaliser, sans succès. Ah ouais. Est-ce que vous voulez ouvrir la porte? On l'a pas ouvert, Vous avez pas réussi? Non. Pourquoi? On allait partir carrément, on a entendu les taquets voltifs. Pourtant, grâce à de simples tournevis, les cambrioleurs ne mettent en général que quelques minutes pour venir à bout de ce type de porte en bois. Surtout quand elles ne sont pas blindées. Ils prennent sur le côté et puis ils forcent comme ça. Et ils essayent de. On voit bien, hein, toutes les marques là, on voit bien qu'ils sont arrivés pour pénétrer et essayer de forcer au niveau du verrou et de tous les sécurités qu'il y a, quoi. Donc là, c'est le bois qui vient, forcément. Les 3 suspects ont pris leur temps. Ils savaient qu'ils ne seraient pas dérangés. Voilà pourquoi la plupart des voleurs frappent en pleine journée. Les gens rentrent vers les 18h. Donc, bien souvent, c'est entre, on va dire, 9h, 16h. Parce qu'après, 16h30, il y a le retour des écoles. Il faut aller chercher les enfants. Donc, effectivement, c'est une horaire, une plage horaire où ils ont plus souvent tendance à aller faire des cambriolages. Tu t'assois. Assieds-toi. J'ai pas de pièce d'identité. Hein. Il a rien du tout sur lui, là. Avant de conduire les 3 suspects au commissariat, les policiers relèvent leur identité. Laisse tes pieds par Et là. Pierrick en profite pour savoir à qui il a affaire. T'es connu pourquoi de chez nous? Détention d'armes. Et toi? Moi, c'est pour suivre. Pour? Stup. Toi aussi, Stup. Et toi, t'es connu pourquoi? Pour des bagarres. 53-48. Ce ne sont pas des enfants de cœur, mais ils n'avaient jamais commis de cambriolage auparavant. Ce flagrant délit pourrait mettre un terme à leur carrière, et tout cela grâce à la présence d'esprit d'une voisine. Ah ouais, bah, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Je suis descendue par l'ascenseur et sur le palier, j'ai vu un guetteur et j'ai surtout vu la porte de mes voisins qui était complètement défoncée, très très abîmée, vous l'avez vu vous-même. Et donc je me suis arrêtée chez la gardienne et on a appelé le commissariat. Comment vous êtes senti à ce moment-là? Ah bah, j'ai la voix qui tremble encore, hein. Mais bon, et surtout j'étais inquiète parce que moi mon appartement est au-dessus et je n'osais pas remonter.
Et j'avais peur qu'ils y aillent aussi, voilà. Mais je suis contente d'avoir, pour mes voisins qui sont très sympas, je suis contente d'avoir. Pour nous, on est content, quoi. Surtout vu la recrudescence des cambriolages actuels. Donc c'est une bonne chose, c'est une très très bonne chose. Les jeunes gens vont maintenant être entendus par des officiers de police judiciaire et certainement mis en garde à vue. Pour Pierrick et les hommes de la BAC, l'affaire est maintenant terminée. Ils ont beau intervenir plusieurs fois par jour pour ce genre de vol avec effraction, réaliser un flagrant délit reste toujours exceptionnel. En l'absence de vol constaté, les apprentis cambrioleurs ont finalement été laissés libres, sans poursuite judiciaire. À cause de la multiplication de ce genre de délinquants, il se produit chaque jour en France un cambriolage toutes les 90 secondes. Avec près de 400 000 vols avec effraction recensés, le nombre de cambriolages a explosé l'année dernière. C'est ça? D'accord, ouais, c'est sa spécialité, il est connu pour ça déjà. Donc, Qu'ils s'attaquent aux célébrités fortunées ou aux revenus modestes, les cambrioleurs n'épargnent personne et ne reculent devant rien. Et aujourd'hui, ils n'hésitent plus à se montrer violents et à utiliser des armes pour arriver à leur fin. Il y en a un de l'équipe qui voulait me couper le pied avec un couteau. Alors comment expliquer cette flambée de vol et de violence? Qui sont ces cambrioleurs? Sont-ils de plus en plus actifs ou bien en réalité de plus en plus nombreux? On se dit toujours, oh, ça ne m'arrivera pas, et puis en fin de compte, quand ça arrive, ça fait drôle. Face à eux, la police et les gendarmes sont plus mobilisés que jamais et redoublent d'efforts. De leur côté, les Français font tout pour se défendre et s'arment de systèmes anti-cambriolage. Des protections de plus en plus sophistiquées, mais surtout de moins en moins chères. Que valent vraiment ces nouvelles parades, vendues à grand renfort de publicité? Nous avons testé les équipements dernier cri et les résultats sont étonnants et parfois décevants. Enquête sur le fléau des cambriolages qui fait peur et menace la plupart des Français. Depuis une quinzaine de jours, dans le 15e arrondissement de Paris, c'est une étrange affaire qui mobilise la police. Un cambrioleur en série sévit dans ces immeubles. Le problème, c'est qu'il laisse peu de traces derrière lui. Son mode opératoire est original. Il entre dans les appartements sans effraction. C'est Pierrick et Sébastien qui sont chargés de l'enquête. Et coup de chance, ils ont déjà travaillé sur ce type d'affaires un an auparavant. Et il existe même une vidéo. Ce cambrioleur avait pour habitude de voler les clés des appartements laissés dans les boîtes aux lettres. Sur la vidéo, on voit un individu qui rentre là. On le voit, tac, et là, il va ouvrir. Là, hop, il ouvre le panneau et c'est servi, il regarde. Il a regardé les noms. Bon, a priori, il regarde là, en correspondance les étages où c'est et hop, il va monter pour ouvrir l'appartement, quoi. La technique est très astucieuse. Des clés laissées dans des boîtes aux lettres par des habitants particulièrement imprudents sont récupérées avec un pas spécial par le cambrioleur. Grâce au nom inscrit sur la boîte, il trouve ensuite l'étage. Le reste est un jeu d'enfant. 10 minutes plus tard, on va le voir ressortir et après on aura une plainte comme quoi il y a eu un vol dans un appartement. Le voilà là, il ressort, hop, donc ouais, il s'est écoulé 12 minutes, 11 minutes, hop, et il remet les clés à la boîte aux lettres où il les avait piquées. Le sac est plein, hein, quand il est rentré le sac était beaucoup moins plein, et voilà, il a fait son coup, ni vu ni connu, pas d'effraction, il n'y a aucun élément qui nous permet de dire qu'il vient pour faire un cambriolage. Donc c'est vrai que pour nous c'est un profil qui est encore plus dur à repérer, quoi. Si le gars n'est pas outillé, c'est pas évident. Une seule chose pourrait faciliter la tâche des policiers, que l'homme qu'ils pourchassent soit le même qu'à l'époque. Même secteur géographique, même mode opératoire. Donc nous on a récupéré sa photo là sur nos fichiers. On va la diffuser un peu partout. On va la montrer aux gardiens d'immeuble du secteur, on va peut-être avoir un peu de chance, on verra. Mais cela sera-t-il suffisant pour que les enquêteurs de la BAC 15 réussissent à arrêter le cambrioleur aux boîtes aux lettres?
Quelques jours plus tard, une première alerte. Et en fait, on part sur un individu suspect qui sonne à toutes les portes dans un immeuble d'habitation. Et il y a une habitante qui nous appelle, ça lui paraît suspect. L'individu n'est pas de l'immeuble, donc on peut supposer que ça peut être un cambrioleur potentiel. Donc on va aller vérifier ça. Est là que nous. Le suspect s'est attaqué à cette résidence moderne. Mais c'est un vrai casse-tête pour les policiers. Avec cette cour intérieure, il y a des tas d'issues possibles. Je sais pas, écoute, ça fait déjà un quart d'heure que le mec les a vus. Alors... Visiblement, c'est une fausse piste. Mais le suspect avait bien choisi sa cible. C'est isolé, calme, tranquille, pas trop de vis-à-vis. Franchement, c'est l'appartement type pour les cambriolages. En plus, c'est assez standing. Donc, en général, les cambrioleurs, ils aiment bien quand c'est un peu standing. Il y a toujours plus à trouver. Ouais, Lionel Bébert, le sait. Sébastien n'a pas le temps de se décourager. Très vite, une deuxième alerte tombe. Il se trouve sur les maréchaux, il a l'air de prendre à gauche, direction porte de Versailles. C'est un individu qui nous semble avoir un comportement un peu inhabituel, donc on suit pour être sûr. L'individu en question, le voici. Il a un comportement qui intrigue les policiers. Il va d'immeuble en immeuble et passe du temps devant les boîtes aux lettres. Tu vois, regarde, c'est pas comme d'habitude, lui. Il a tous ses clés avec ses passes. Il fait tous les halls comme ça. Alors s'agit-il de l'homme recherché ou d'un simple démarcheur? Ouais, suivi. On va aller vérifier au 361, là, s'il n'y a rien. Et du coup, bah là, il y a des prospectus, mais jamais le même, là. Parce que s'il vient de les mettre, il y aura forcément le même à chaque fois. Donc là, il n'y a rien. Donc c'est déjà pas ça. On va voir. C'est possible que ce soit un gars qui essaye de démarcher pour vendre des calendriers. On va voir. Sébastien fait chou blanc. Les démarcheurs sont nombreux dans le quartier et le policier ne sait plus où donner de la tête depuis le début de la matinée. Là, ça nous donne des fausses pistes, quoi. On pense avoir trouvé un comportement qui peut paraître intéressant, puis on peut perdre des fois facilement un quart d'heure, voire une demi-heure dessus, alors que c'est pas bon du tout. La traque va durer ainsi plusieurs jours. Mais vous allez voir que les efforts des policiers finiront par payer. Pour les hommes de la BAC 15, la chasse aux cambrioleurs ne s'arrête jamais. Ce matin, Pierrick et ses hommes ont de la chance. Un collègue vient de leur fournir un renseignement capital. Bien, en fait, on est appelé parce qu'il y a un collègue qui a remarqué un individu qui est connu de nos services défavorablement pour des cambrios. Donc apparemment, l'individu serait dans le secteur. Donc on va aller se dépêcher sur place pour essayer de voir et essayer de le filocher par la suite afin de voir s'il ne va pas commettre justement des cambriolages. S'il tombe par là, tu nous informes. Ça marche, ouais, sur dire 30. Mais les policiers ont à peine le temps de tendre leur piège. Le suspect prend la fuite, sûrement après avoir fait une nouvelle victime. Oui, je l'ai vu là, il est en train de descendre la rue, là, il est en train de courir, il me vient dessus, il part en courant. On va chercher, il m'interpelle. Les hommes de la BAC viennent d'arrêter le cambrioleur en quelques secondes. Sa victime, une concierge du quartier, est encore sous le choc. Il est rentré à 11 rue Barque, c'est ça? Mon bureau, il est rentré chez D'accord, moi. ouais, c'est sa spécialité, il est connu pour ça déjà. Donc, ouais. Il y a tout. Bon, il n'y a pas de souci. Ma paye, il m'a pris carrément. Là, j'ai failli mourir. Il est rentré directement au niveau du logement de la gardienne. Il a pris l'enveloppe qui était sur place, enfin qui était dans le sac, et il s'est barré avec l'enveloppe. Dans l'enveloppe, il y a 320 €. Une somme pour cette gardienne. L'auteur est un déséquilibré multirécidiviste, bien connu des policiers. C'est pas d'argent, c'est pas d'argent. Oui, mais attends, c'est pas une raison de voler chez les autres. Merde, moi je travaille aussi. Hein. C'est la première fois? Non, c'est pas la première fois. Je suis de prison il y a 10 jours. Reste assis, reste Ça me assis. fait mal, mais ça me fait mal, ça me fait mal. Je sais bien, mais je te dis, j'ai pas les clés, il y a que le collègue qui a les clés. Allez-y, monsieur, dame. Oui. Et il est connu déjà de nos services pour
pour les faits qui lui sont reprochés, en fait, c'est-à-dire il rentre dans les locaux comme ça, soit dans les loges de gardiens ou autre. Il rentre comme ça, il vient ce qu'il y a sous la main, il prend, il subtilise, il vole et du coup après il s'en va en courant. Et évidemment, comme nous on a été appelés pour lui, il nous est venu dessus directement, donc du coup nous c'était un peu du gâteau et on sait que forcément quand il court, forcément il a volé quelque chose. Le cambrioleur est conduit au commissariat, un lieu qu'il connaît bien pour l'avoir fréquenté à différentes reprises. D'ailleurs, son arrivée ne passe pas inaperçue. Asseyez-vous là. Asseyez-vous. Hop là. Excusez-moi, monsieur, vous avez quoi? Non, une cigarette, je dis sur moi. Non, Les cigarettes, une caricature de la France. Reste assis. Bah oui, encore. Bah oui. Il a été fait quand? Il n'y a pas longtemps là. il y a 6 jours de prison. Bah oui, t'étais en prison il n'y a pas très longtemps. Bah oui, on le sait bien. Tu vas t'arrêter quand? Ce genre de cas, c'est le calvaire des policiers. L'individu, un opportuniste qui agit au culot, est impossible à raisonner. La police, les peines de prison, n'ont aucune prise sur lui. Bonjour monsieur. Vous allez bien? N'appelez pas le procureur. Je l'ai pas encore appelé. Je viens de sortir de prison, Et c'était pour faire quoi cet argent? C'est pour avoir de l'argent, j'ai pas d'argent sur moi, j'ai même pas un centime. On vous donne de l'argent toutes les semaines, je crois, quelque chose comme Oui, ça. j'ai dépensé. Ouais, il est à la côte Par rep, je crois. semaine, j'ai dépensé. En jeu, en manger, en vêtements, en quoi que ce soit. Bon, vous voulez pas qu'on appelle le procureur, mais moi je suis un peu obligé là. Hein. Oh, s'il vous plaît. Et pourquoi avoir fait ça alors? S'il vous plaît, n'appelez pas le procureur, laissez-moi sortir, je recommencerai plus. Alors je l'appelle pas encore, d'accord? Vous allez rester avec nous un peu. Ouais. Je vais vous placer en garde à vue. Ouais. La garde à vue débute aujourd'hui à 16h10, au moment où vous avez été interpellé, pour des faits de vol. Allez-y. Une histoire qui se répète, encore et encore. L'interpellé livré à lui-même dans les rues de Paris ne peut pas s'empêcher de voler. Les policiers, un peu désabusés, savent qu'ils le reverront bientôt. Il dit qu'il ne recommencera plus, etc. Mais bon, nous, on est toujours là, on le revoit tout le temps. Hein, voilà. Et quand on le revoit à chaque fois, c'est toujours pareil, toujours pitié, prendre pitié sur lui, etc. quoi. Selon le code pénal, l'homme risque 3 années de prison et 45 000 € d'amende. Mais pour ce vol, le juge a finalement décidé de le condamner à 2 mois de prison ferme. Quelques bureaux plus loin, une autre affaire s'annonce beaucoup plus compliquée. Lydia est officier de police judiciaire. Avec son équipe, elle se prépare à partir en perquisition, en banlieue parisienne, dans une cité sensible. Car il y a quelques heures, un homme a été interpellé en flagrant délit par les policiers de l'arrondissement. Son mode opératoire ressemble à celui du fameux cambrioleur aux boîtes aux lettres, qui fait des ravages dans le quartier. Oui, présent, chef. Sur lui, les policiers ont trouvé le produit de son dernier cambriolage alors qu'il sortait d'un immeuble. Et c'est Nicolas qui s'est chargé du butin. Alors ça, en fait, il le voit rentrer les poches vides et sans sac, et finalement il ressort avec un sac dans lequel on trouve cet appareil photo et également 3 montres. Surtout, ils ont mis la main sur ce trousseau de 6 clés. C'est ce qu'on appelle un passe PTT. Et c'est l'outil de travail de ce cambrioleur. Il rentre déjà dans le hall grâce à cette clé. Ensuite, il faut savoir que cette clé permet d'ouvrir les boîtes aux lettres. Donc sur les boîtes aux lettres standardisées modernes, vous avez une clé générale qui vous permet d'ouvrir l'ensemble des boîtes. Il a donc accès à toutes les boîtes, choisit les clés d'appartement et ensuite, grâce au listing de référencement avec la boîte, il finit par trouver la porte. Le suspect le voilà. C'est bien le cambrioleur aux boîtes aux lettres. Depuis son arrestation, il donne du fil à retordre aux policiers. Pour Lydia, il s'agit maintenant de remonter la piste et de le confondre pour une quinzaine d'autres cambriolages intervenus ces dernières semaines. Allez, on y va. L'officier de police judiciaire espère retrouver à son domicile des objets volés, dont les victimes ont dressé la liste. En fait, on a plusieurs victimes dans le cadre de cette affaire. Donc ça remonte à quelques semaines. Et du coup, elles ont listé tous les objets volés. Et c'est ce qui figure dans les plaintes qu'elles ont déposées. Appartement. Arrivés sur place, les policiers ne perdent pas de temps.
Un tel déploiement de force dans une cité sensible comme celle-ci peut rapidement dégénérer. Il y a combien de personnes chez toi? Bon, je te repose la question, il y a combien de personnes chez toi? D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Par contre, il faut se calmer, quoi. Hein, on va pas s'énerver, hein. Si l'homme est si nerveux, c'est que l'adresse qu'il a donnée est en réalité celle de ses parents. Ses relations familiales sont tendues et l'irruption de la police ainsi que notre caméra n'arrange pas les choses. Caméra, coupez-la, coupez-la, coupez-la. Vous allez tous vous mettre dans une chambre, dans une pièce. Tous dans une pièce. Perquisition judiciaire. Ça va aller, madame, ça va aller. Venez là. Tous là-bas. Tous dans le salon. Non, dans le salon. Pour ne pas envenimer la situation, nous restons sur le palier. À l'intérieur, l'ambiance s'est calmée et Lydia peut commencer sa perquisition. Vous êtes nerveux là, hein, d'un coup. Non, je suis pas nerveux, parce que vous montez des affaires. C'est pas calmé ça, c'est pour me monter. Si vous me montrez les factures, j'emmène pas. Si vous me montrez pas les factures, j'emmène. Après avoir fouillé l'appartement pendant près de 2 heures, Allez, on y va. les enquêteurs ressortent avec plusieurs sacs remplis d'objets dont l'individu ne peut pas justifier la provenance. Oh, c'est bizarre. Et il ne semble pas vouloir coopérer avec la police. Rien n'est à lui et il habite pas là. Mais toutes les enveloppes sont à son adresse ici. Monsieur mène l'enquête. Attention. De retour au commissariat du 15e arrondissement, l'homme est placé en garde à vue pour vol et recel. Il risque gros entre 5 et 10 ans d'emprisonnement et jusqu'à 200 000 € d'amende. Alors il va tout faire pour en dire le moins possible aux enquêteurs. Pendant ce temps-là, Lydia commence à détailler les pièces à conviction. Et la pêche a été bonne. De son domicile présumé, chez ses parents. Après, tu vois, on a ramené les boîtes iPad, tu as les références pour pouvoir remonter. Ouais. Et pour tout ça, il n'y a pas de facture. Donc on a une montre aussi. Dans le doute, on l'a ramenée. Parce que ça, vrai, c'est environ 15 000 €. Dans le bureau, le jeu du chat et de la souris entre le suspect et les enquêteurs se poursuit maintenant depuis près de 2 heures. Mais Frédéric espère le faire craquer. Il a trouvé une curieuse photo dans la mémoire de son téléphone portable. On m'a dit à ton âge. C'est quoi cette photo là? Je sais même pas. Bah, c'est quoi? Je sais pas. Non mais vous voyez des trucs quand même. Quoi, monsieur? Non, vous touchez à rien. Non mais vous voyez des trucs. Non, je sais même Bah vous pouvez. Non, ça ressemble à quelque chose, non? Non, ça me souvient même pas. Non mais. Je sais même pas si c'est moi qui l'ai pris ou si non mais on voit quoi sur la photo? Téléphone, monsieur, ou pas? Oui. On voit quoi sur la photo? C'est quoi? Je sais pas. Ah, c'est des bijoux, non? Mais non, je sais même pas si c'est des bijoux, je sais pas. Mais je sais même pas. Mais monsieur, vous comprenez pas, on vous demande pas la provenance ou qui a pris la photo, il y a quoi sur la photo là? C'est une girafe peut-être? Mais je sais pas ce qu'il y a dedans moi, je sais pas. Donc on sait pas si c'est une girafe, un hippopotame. Moi je ne sais pas, à vous de m'assurer si c'est des bijoux ou c'est quelque chose. Malgré la mauvaise foi du suspect, les policiers ne lâchent pas l'affaire. Dans la quinzaine de cambriolages non élucidés dont ils s'occupent, de nombreux bijoux ont disparu. Et justement, Frédéric tient peut-être la preuve qu'il cherchait. Une remise de chèque d'une boutique d'or. Couleur blanche. Regardez là, vous voyez? Remise de chèque en euros, nom de l'émetteur, Inter-Or, 1954,80 €. Bon, et que ça a été crédité sur votre compte. Mais ça date de combien de temps? Le compte. Il n'y a pas la date, je viens de vous dire. Le compte en banque, que je vous parle. D'accord. Ça, je m'en fiche. Non, mais c'est pas la question. La remise de chèque Inter-Or. Je sais pas c'est quoi, monsieur. Mais je sais pas, c'est même pas Vous n'avez pas une petite idée, monsieur? Je sais même plus, vu que ce compte-là a été clôturé depuis 2008. Je sais même pas c'est quoi. Et alors? Je sais pas c'est quoi. Un véritable dialogue de sourds. Ah, d'accord. Les policiers le savent maintenant, l'homme ne dira rien de plus. Ils ne pourront jamais le coincer sur les autres cambriolages, même s'ils ont la preuve qu'il a revendu des bijoux volés. Ils ont tous le même mode opératoire, ils vont pas s'encombrer avec des bijoux à domicile ou les donner à des personnes, à des proches, ça sert à rien. Ils préfèrent le vendre le plus rapidement possible, ils s'en débarrassent et puis eux au moins, ils ont de l'espèce ou un chèque. À savoir que pas toutes les bijouteries se renseignent vraiment sur la provenance des bijoux, donc voilà, c'est facile pour écouler pas mal de bijoux. Le suspect passera la nuit en cellule avant d'être présenté le lendemain devant le magistrat saisi de l'affaire. Il écopera finalement de 4 mois de prison ferme, assorti de 12 mois avec sursis.
Chaque fois que je me connais, chaque fois je me fais attraper. La prochaine fois, je réussirai 6 fois, même s'il faut que je crève. Mais pour certains voleurs, ce genre de peine n'est pas grand-chose, comparé à ce qu'ils peuvent gagner en un seul cambriolage. Eux ont choisi de se spécialiser dans les people, les gens connus et souvent très riches. Et depuis quelques mois, la liste de ces victimes célèbres s'allonge. Vincent Cassel et Monica Bellucci, Jamel Debbouze et Mélissa Thuriot, le footballeur Ezequiel Lavezzi, ou encore le présentateur Jean-Pierre Pernaut et le comédien Michael Youn. Des dizaines de stars ont perdu beaucoup d'argent à cause du cambriolage de leur domicile. Qu'ils étalent leurs petites habitudes sur les réseaux sociaux ou qu'ils vivent reclus dans les beaux quartiers, impossible pour les célébrités d'échapper à des voleurs comme lui. Moi, fut un temps, j'aimais bien venir me promener dans ce quartier. Ah là, c'est des beaux quartiers, c'est là où il y a l'argent. Cet homme de 37 ans, que nous appellerons David, affiche un impressionnant palmarès de 30 cambriolages. Il a accepté de témoigner à visage caché de ses techniques de cambrioleur de grosses fortunes. Un footballeur, on aura plus de chance si on connaît un minimum sur l'emploi du temps. Mais c'est des personnalités, voilà, c'est des gens qui sont souvent à l'extérieur de chez eux. Mais ces cibles de luxe sont pour la plupart surprotégées. Pour ce cambrioleur repenti, le secret d'un casse réussi, c'est sa préparation. En clair, le repérage. Un repérage, ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, voire des mois. La première chose que je repère, c'est que j'aurais repéré. C'est les alentours, s'il y a du passage, s'il y a des gardiens. Peu importe le niveau de sécurité, pour David, aucun domicile n'est inviolable. Surtout quand il y a beaucoup d'argent à la clé. S'il y a une porte blindée, on essaie de rentrer par un autre endroit. Une fenêtre, comme celle-là là-haut, en escaladant. On saute sans trop se faire voir. Après, on grimpe au culot. Il faut être rapide, quoi. Très rapide. Mais il faut avoir des couilles. Si je serais encore dans ce genre de truc, c'est des endroits que j'aurais pu tenter. Même avec tous ces risques et tout. Si c'est surveillé comme ça, c'est que forcément il y a de l'argent. Une fois à l'intérieur d'un appartement, pour David, le plus dur est fait. Le reste n'est qu'une question de sang-froid. Une fois je suis rentré, une alarme s'est déclenchée. Sur un coup de tête, je l'ai arraché du mur. Je l'ai jeté dans une poubelle que j'avais remplie d'eau et ça a étouffé le bruit. Et vous rentrez, vous essayez de rester le moins longtemps possible. Si j'ai pas trouvé en 5 minutes, je m'en vais. Incarcéré pendant 1 an, David dit aujourd'hui avoir raccroché et essayé de vivre honnêtement. Voilà, j'ai une vie, je travaille, j'ai des enfants. Ça m'intéresse plus, voilà, même je préfère être sans argent et voilà, parce que maintenant la justice elle est dure pour les gens comme moi. Voilà, beaucoup de prisons, on passe à côté de beaucoup de choses, voilà. Et si on a un minimum de réflexion, voilà, à un moment donné, on va pas passer toute notre vie entre la prison et les conneries, quoi. Mais aujourd'hui, les cambrioleurs ne sévissent plus uniquement dans les quartiers huppés des grandes métropoles. Toujours plus nombreux, les voleurs s'attaquent désormais aux petites villes qui semblaient jusque-là épargnées. Comme ici à Troyes, 60 000 habitants et près de 900 vols avec effraction l'année dernière. Au commissariat central, Philippe est justement en train de tenter d'exploiter des indices recueillis sur le lieu d'un récent cambriolage. Des empreintes révélées grâce à une technique scientifique. J'ai fait de la poudre sur pas mal d'objets manipulés et j'en ai trouvé une qui a l'air potentiellement pas mal. Et ça veut dire qu'ils ont pris appui sur la fenêtre et qu'ils ne portaient pas de gants. Ce genre de preuve est souvent le seul moyen pour la police de confondre les coupables. Encore faut-il que l'empreinte soit lisible.
Pour s'en assurer, Philippe doit détecter ce qu'on appelle dans son jargon les minuties. En clair, toutes les caractéristiques qui différencient les empreintes digitales les unes des autres et qui font qu'il n'en existe pas deux pareilles au monde. Donc là, j'ai grossi la trace. Donc je vais essayer de voir s'il y a trouvé 12 points. Et voir si cette trace, je peux m'en servir, l'exploiter, l'envoyer au fichier des empreintes digitales ou pas. 1, 2, 3... 12, c'est le nombre de caractéristiques minimum qu'il doit trouver. Et 12. Donc sur celle-là, j'ai plus de 12 minuties, 12 points. Donc on peut considérer qu'elle est exploitable. À ce stade, l'empreinte est devenue une pièce à conviction. Il faut maintenant la comparer avec celle de près de 5 millions de délinquants et criminels, déjà interpellés et contenus dans le FAED, le fichier automatisé des empreintes digitales. Une procédure qui peut prendre plusieurs jours. Parce qu'après, si je fais ça... Donc là, il n'y a plus qu'à attendre. Le cambriolage a eu lieu dans cette petite résidence populaire, à la périphérie de Troyes. Et comme dans 80% des cas, en pleine journée. La victime, c'est Nathalie, une femme de 49 ans. Employée d'immeuble, elle faisait le ménage dans la cage d'escalier du bâtiment en face de chez elle. Alors il est passé par cette fenêtre-là. Donc la fenêtre qui se trouve ma chambre. Donc il a escaladé le muret. Vous voyez, on voit toutes ces empreintes encore. Donc il est passé par ici. Les photos. Faute de temps, les cambrioleurs n'ont visité qu'une seule pièce. Mais ils en ont inspecté tous les meubles. Et ils n'ont pas eu de mal à trouver celui où Nathalie rangeait ses bijoux. Vous voyez, j'avais un tiroir complet de bijoux comme ça. Vous voyez, des bijoux quand même que je tenais beaucoup. Et donc celui-là était carrément complètement vide. Il était plein comme l'autre. Il était plein comme l'autre. Des poignées entières de bijoux. Mais aussi 4 montres qui appartiennent à René, son compagnon. Elles étaient là. Vous voyez? Pour Nathalie, ce cambriolage est un véritable traumatisme. Surtout quand on rentre comme ça, on s'y attend pas du tout et j'étais complètement bouleversée, je ne savais plus comment faire. Et heureusement que j'avais mon compagnon près de moi parce que j'étais complètement désorientée, quoi. Montant total du vol, près de 500 €. Pour le couple au revenu modeste, c'est une coquette somme. Mais ce n'est rien à côté du préjudice affectif subi par Nathalie avec le vol de sa bague préférée. Une bague auquel je tenais beaucoup, c'était mon compagnon qui me l'avait offert à Noël. Et c'est une alliance avec des petits comment? Excusez-moi, des petits brillants qu'il y avait dessus, quoi. Hélas pour Nathalie, elle ne retrouvera sans doute jamais ce petit trésor. D'autant que personne n'a rien vu ce jour-là. Son seul espoir aujourd'hui, c'est que les empreintes relevées chez elle trahissent leur propriétaire. Car le problème en France, c'est le faible taux d'élucidation des affaires de cambriolage. À peine 2 sur 10 sont résolus. Je ressors. C'est pour ça qu'ici à Troyes, on a décidé d'améliorer ces chiffres en créant le groupe de recherche et d'investigation anti-cambriolage. Un tout nouveau service composé de 5 policiers, des habitués des enquêtes, tout autant que des spécialistes du terrain, comme Sébastien et Jean-Philippe. Ce matin, les 2 enquêteurs du Griac ont dans le collimateur une bande organisée de voleurs originaires d'Europe de l'Est. Ils dépouillent la région et tout particulièrement ce genre de zone pavillonnaire. Pour traquer ces bandes qui font de plus en plus de ravages, l'enquête de voisinage est particulièrement importante. Il suffit de prêter un peu attention à son environnement en temps normal. Et dès qu'il y a quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, normalement ça se remarque, quoi. Surtout dans un coin comme ça. Là, il n'y a pas énormément de passages. Qui c'est qui doit passer dans cette rue, à part les habitants ou les amis qui viennent souvent dans la rue. Normalement, les gens ils font super attention à qui vient et qui doit être là et qui ne doit pas être là, quoi. Mais cette fois, les policiers n'apprennent rien. Leur seule chance maintenant, c'est de trouver des indices chez la victime. Bonjour madame, la police. Donc ils sont entrés par là. Toute la maison a été retournée. Installée dans ce pavillon depuis 12 ans, c'est le premier cambriolage pour Sylvie.
Et cette secrétaire commerciale n'aurait jamais imaginé devenir la proie de ces nouvelles bandes de voleurs itinérants. Je suis révoltée parce qu'on essaye de... Voilà, on travaille, on essaye de se payer certaines choses, voilà, on a du mal, hein, comme tout le monde. Et puis en peut-être 5 minutes de temps, on nous vole le peu qu'on peut avoir. Visiblement aguerris, les cambrioleurs se sont uniquement attaqués à l'argent liquide et aux bijoux. Et ils n'ont pas choisi ce pavillon par hasard. C'est bien isolé, ils peuvent travailler tranquillement. Ils s'embêtent pas, ils s'encombrent pas avec des télés ou du gros matériel sans valeur, quoi, avec lequel ils risqueraient de se faire interpeller, quoi. Ils remplissent les poches, argent, bijoux, et puis ils prennent la fuite discrètement et rapidement. Une seule chose étonne Sébastien. Dans ce quartier quasiment désert pendant les heures de travail, seul le pavillon de Sylvie semble avoir été visité. Généralement, il y en a plusieurs sur la même zone, quoi. Une fois qu'ils ont trouvé un quartier tranquille comme ça, ils fraquent par l'arrière, comme on a vu. Et puis ils passent, ça leur arrive fréquemment de passer de pavillon en pavillon, et puis de faire 3, 4, 5 pavillons sur le même secteur, quoi. Alors après, il n'y a rien qui nous dit qu'ils n'en ont pas fait plus loin, hein. Sébastien ne croit pas si bien dire. Aujourd'hui, en France, 30% des cambriolages seraient dus aux mafias venues de l'Est. De retour au commissariat, il reçoit un coup de téléphone de la gendarmerie voisine. T'en as un en garde à vue. Ouais. 2 hommes viennent d'être surpris en train de s'enfuir d'une autre zone pavillonnaire toute proche. L'un d'entre eux a été arrêté en possession de bijoux, sans doute volés. Au moment de faire la fouille à corps, entre guillemets, enfin de sécurité, tout ce que tu veux, il refuse de se foutre à poil. Donc on lui passe un coup de détecteur de métaux et en fait, au niveau des couilles, ça sonne, quoi. D'accord. Sur lui, plusieurs chaînes, dont certaines en or, ainsi que des bagues et des boucles d'oreilles. Des bijoux qui pourraient appartenir à Sylvie, la secrétaire commerciale. Le suspect, c'est ce jeune homme, d'à peine 15 ans et d'origine croate. Détenteur d'un passeport italien, ses états de service sont impressionnants pour son âge. Donc il est connu pour vol par effraction 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, 15 fois. Un bon client. Un bon client aussi pour ces bandes organisées qui engagent ces mineurs. Elles savent que pénalement, ils ne risquent pas grand-chose. Ils remettent les bijoux aux commanditaires, parce que c'est pas des gamins de 16 ans qui ont commandité ce coup-là. Et les bijoux, ils disparaissent tout de suite et on les revoit plus, quoi. Cette fois, cela n'a pas été le cas. Et Sébastien peut convoquer les victimes pour qu'elles viennent reconnaître les biens qu'on leur a dérobés. Vous venez avec moi? Nous retrouvons Sylvie, qui ne s'attendait pas à une aussi bonne surprise. Ah bah c'est mes boucles d'oreilles tout ça. Ah, c'est à vous tout ça? Ça et ça. Ah bah alors. Ça c'est mon aigle marine ça. Ah bah Tiens, ouais. j'ai même la facture. Quelques secondes plus tard, accompagnés par Jean-Philippe, les gendarmes qui ont procédé à l'interpellation du cambrioleur ramènent les bijoux. Bah, de toute façon, Ça, vous êtes certaine? On va attendre. Très contente. Ça a été tellement vite. Voilà. Ouais. Non, c'est très bien. Très très bien. Elle a de la chance, la dame, que les gendarmes les aient interpellés avant qu'ils rentrent. Parce qu'en fait, souvent on identifie quand on a des traces, mais c'est après coup. Et les bijoux, dans les 24 heures, ils disparaissent, quoi. La vitesse et la réactivité, c'est la seule arme des policiers et des gendarmes s'ils veulent coincer ces délinquants qui se déplacent sans cesse. Merci. Hein? Le lendemain, nous retrouvons Philippe de la police technique et scientifique. Et il peut être content. Le fichier national vient de trouver à qui appartient l'empreinte sur laquelle il travaillait. Donc on a un individu. On a son nom, son adresse. Le cambrioleur a été identifié. Philippe s'empresse d'amener la bonne nouvelle aux policiers du Grillac. On a un mec, ça a matché. L'enquête se présente bien. Qu'à le retrouver, je pense qu'il va pas être difficile à trouver. Oh bah il est connu, hein. Ouais. Une vieille connaissance du service. 3, 4, 5, 6, 7. 6. Il y a déjà 6 cambrios sur cette... Et sur la Circo. Une quinzaine de faits sur l'agglomération entre 2001 et 2007. Voilà. Grâce à leur fichier, les policiers apprennent aussi que l'homme vient de passer 4 ans en prison. Remis en liberté il y a quelques mois, il aurait repris du service et cambriolé l'appartement de Nathalie.
Sébastien et ses collègues ont suffisamment de preuves pour l'arrêter et ils décident de se rendre chez lui, séance tenante. Vu les erreurs de débutants que le cambrioleur commet, l'interpellation devrait se faire en douceur. Il laisse encore ses empreintes partout. Il retient pas les leçons. Donc c'est pour ça l'affaire est simple. Il faut juste mettre la main dessus, quoi. Le suspect habite cette petite cité sensible de Troyes. À cette heure, tout paraît calme. Reste pas en dessous des fenêtres. Mais les policiers restent sur leur garde. Bonjour monsieur, c'est la police. Ça va bien? C'est le cambrioleur présumé qui leur ouvre lui-même la porte. Il vit dans ce petit appartement avec sa mère et son frère. Et ici, personne ne semble surpris de voir la police. Alors, il est 9h25. Je te place en garde à vue. On va discuter un petit peu au commissariat. La perquisition peut commencer. Dans un immense capharnaüm, Sébastien et Baptiste tentent de retrouver des bijoux ou les montres qui pourraient définitivement accuser le cambrioleur. C'est quoi ça? C'est à mon mère. Ouais, pas de souci. Le suspect prétend que tout appartient à sa famille. Pour les policiers, le résultat de la fouille est décevant. Viens avec nous? Ouais. C'est bon? On y va? À plus tard. De toute façon... Mais Sébastien attend beaucoup des auditions qui vont se dérouler au commissariat. On va déjà l'entendre, on va voir ce qu'il a à dire. Il a peu d'autres solutions que de reconnaître les faits, quoi. Donc il va peut-être nous dire où sont les montres. Et puis peut-être qu'on reviendra ici ou ailleurs. Depuis quelques mois, les enquêteurs de Troyes ont dénombré une vingtaine de cambriolages qui correspondent à la manière de faire du suspect. Pardon. Tiens, mets-toi là. Alors Jean-Philippe va tenter de l'intimider pour le faire craquer et obtenir ses aveux. Moi j'ai pas mal d'éléments, on n'est pas venu par hasard ce matin, donc ça sert à rien de jouer. Tu sais comment ça se passe? Ouais, D'accord? Donc là, t'es en garde à vue pour 24 heures, tu peux te prolonger de 24 heures. ouais, C'est toi qui vois. Ouais. Tu comprends où je veux en venir? ouais. D'accord? Pour commencer, le policier interroge le suspect sur le vol dans l'appartement de Nathalie. Tu te souviens ce que t'as fait mardi? Mardi. Ouais. J'étais à la maison. T'as pas bougé, t'es resté chez toi? Ouais, je restais chez moi. Ouais. Tu connais ça ou pas? Non, je connais pas. Tu connais pas? Non, Tu n'y es jamais allé? Bien que tout l'accuse, l'homme refuse de passer aux aveux. Mais Jean-Philippe a un atout qui pourrait bien le pousser à se mettre à table. Sur la fenêtre, là, il y a des empreintes qui sont relevées, qui viennent de l'intérieur. C'est-à-dire c'est un individu qui a pris appui de l'intérieur pour sauter à l'extérieur. D'accord? Les empreintes, elles sont là. D'accord? On la voit là. Et ça appartient à qui? D'accord? C'est bien toi? C'est bien toi. Voilà. Pourquoi tes empreintes sont là-bas? Non? Ouais, je comprends. Et tu comprends, mais tu réponds pas. Ouais, je réponds pas, je sais pas pourquoi ils sont là. Tu sais pas pourquoi? À ton avis, pourquoi ils y sont? Je sais pas, moi, je te demande, j'étais à la maison, c'est tout. T'es déjà passé au tribunal, tu sais comment ça se passe. Ouais, je sais comment ça se passe. C'était bien la prison ou quoi? Non. Tu veux y retourner? Parce que là, tu vas y retourner, hein. Bah là, t'es en train d'y aller, là. Si tu te fous de la gueule du monde, tu vas y aller. Bah oui. Peine perdue. L'homme refuse de donner la moindre explication aux enquêteurs. Cela ne l'empêchera pas d'être présenté devant le juge dès le lendemain. Pour les policiers qui comptaient lui attribuer d'autres cambriolages, c'est une victoire en demi-teinte. Ah, il change absolument pas ses déclarations, il nie jusqu'à l'évidence. Tant pis pour lui, hein, enfin... ce qu'on aimerait bien, c'est qu'il y vienne pour au moins savoir ce qu'il a fait des montres qui ont été volées pour les victimes. Maintenant, lui, s'il continue à nier, il nie, hein, mais il y a ses empreintes sur place, c'est indéfendable. Placé en geôle en attendant son procès, l'homme risque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Le lendemain, nous retrouvons Nathalie et René, qui se rendent au tribunal. Ils se sont portés partie civile, espèrent bien être dédommagés, notamment pour les montres et la bague qu'on leur a volée. Mais comment la justice prendra-t-elle en compte leur traumatisme?
À quelle peine sera condamné le cambrioleur présumé? Déféré en comparution immédiate, l'homme n'avouera rien de plus au juge. Il écopera finalement de 2 ans de prison ferme pour vol aggravé. Nathalie et René, quant à eux, obtiendront 200 € de dommages et intérêts. Ça me paraît assez. Et toi, ça te paraît assez? J'aurais bien voulu qu'il rende des bijoux. Pour l'instant, je m'en fiche. Bah oui, c'était plutôt nos bijoux, oui, c'est sûr. Voleurs multirécidivistes, bandes organisées, malgré les sanctions pénales sévères, les cambrioleurs, aujourd'hui de plus en plus aguerris, laissent peu de chance à leurs victimes. Pour les arrêter, la police est souvent obligée d'entreprendre de longues enquêtes et de déployer de gros moyens, comme ici dans l'Hérault. Avec les Bouches-du-Rhône en tête, c'est devenu, selon l'Observatoire de la délinquance, le 5e département le plus cambriolé de France. Et vous allez voir comment à Montpellier, l'un de ces voleurs professionnels a donné durant de longues semaines du fil à retordre à Eric. Cet après-midi, le patron de la brigade anti-cambriolage a décidé de mettre en place un dispositif de surveillance. Objectif, prendre le suspect en flagrant délit. Tout le monde est là, c'est magnifique. Cela fait un mois que le cambrioleur présumé échappe aux enquêteurs. Abdou Youdou. Cette fois, les policiers espèrent avoir plus de chance. Ça va? Il faut espérer que ça bouge ce soir. D'habitude, hein. Une dizaine de policiers sont mobilisés. Ce soir, l'objectif, c'est de surveiller, de le voir travailler. Et comme je vous dis, d'essayer de voir où partent les objets volés, si tant est que ce soir, il y ait un flagrant délit, quoi. Un diamant. La voiture du suspect vient d'être repérée dans les quartiers étudiants, la spécialité de ce voleur. Eric et un collègue se rendent aussitôt sur place. Ouais, reçu. On est avenue des Moulins, on y est dans moins de 5 minutes. En cours de route, petit arrêt pour permettre à Eric de passer à l'arrière du véhicule. Cette fourgonnette est un véhicule de surveillance qui permet de voir sans être vu. Elle est par là, là. Attends. Dans le jargon policier, on appelle ça un sous-marin. Elle est là à droite, là, au tactopelle, là. Tu la vois? À droite, là. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. Bon, à tous, on est à vue, là. Ouais, bien pris, bien pris. Le véhicule du suspect, c'est cette voiture grise. Et comme par hasard, elle est stationnée juste en face d'une résidence étudiante. Quelques minutes plus tard... C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Bon, à tous, vous recevez? L'homme que les policiers recherchent apparaît. Au bout de son bras, un sac de sport qui a l'air bien rempli. Pas un sac à dos, un sac à la main, sac de sport bleu. Il est en train de remonter dans la caisse, reçu? Ouais, reçu pour occuper quand même. À cet instant, aucune preuve qu'il ait commis un cambriolage. Mais pour les policiers, la présence du sac de sport rend l'homme plus que suspect. Pourtant, pas question de l'interpeller. Les enquêteurs veulent remonter toute la filière. Bon, ça va partir vers le bas. Ça repart vers le bas, reçu. Les policiers prennent la voiture en filature. Mais l'homme va rentrer tranquillement chez lui pour ne plus en bouger. De retour au commissariat, c'est l'heure du débriefing. Bon, on est pas mal. On a fait, a priori, il a tapé 2 fois, au vu du film qu'on a pu faire là. Le seul souci, c'est que toi, JB, t'as rien pu voir de particulier. Il est rentré chez lui direct et puis terminé, quoi. En fait, les policiers espéraient que le cambrioleur contacte son receleur pour lui revendre le matériel volé. C'est raté pour cette nuit. Bon, 2 chances de l'une, ou il va garder le matériel volé chez lui un certain temps, ou le receleur est dans sa cage d'escalier, ce qui est possible aussi, ou alors il cache le matériel chez un voisin X. À voir. Bon, ça va, je suis content, c'est bien. Pourquoi alors ne pas avoir interpellé le cambrioleur ce soir? C'est toute la bande qu'Eric veut faire tomber. Et le receleur est essentiel. Si on compare ça à une entreprise criminelle, le receleur est un petit peu le patron. Oui. Le receleur est un petit peu le patron. Pour arriver à les faire tomber, il faut vraiment faire le travail qu'on est en train de faire, c'est-à-dire passer beaucoup de temps sur un cambrioleur pour arriver à remonter jusqu'au receleur. Pour arriver à ses fins, le patron de la brigade anti-cambriolage a mis le voleur sur écoute téléphonique. Le lendemain matin, à peine arrivé au bureau, une bonne surprise l'attend.
t'a expliqué, Jean-Jacques? Non, Bonne nouvelle. j'arrive. Ça va t'exciter. Ouais, vas-y. Les écoutes téléphoniques ont déjà payé. Alors j'ai pas dit encore. Je te laisse la primeur. Salut tonton, ça va quoi? Ça va et toi? Oui, oui, c'est bon, demain je passe te voir. Hein? Demain je passe te voir. D'accord. Allez, ciao. L'appel date d'hier soir à 23h45. Le cambrioleur appelle un certain Tonton et les deux hommes se fixent rendez-vous à 14h. Selon Eric, ce Tonton serait le receleur. Il faut organiser ça tout de suite. Il est midi. Eric a moins de 2 heures pour mettre en place un dispositif afin d'identifier le complice du cambrioleur. S'il vient et on gagne 15 jours de boulot, à la limite je m'en branle du flag de ce soir. Ce que je veux c'est que ce matin le mec soit identifié, celui qui vient chercher quoi. Quand est-ce que vous pouvez être là? De son côté, la patronne de la police technique et scientifique, Aurore, se rend dans la résidence étudiante où le casseur présumé a été vu la nuit dernière. Entre-temps, 2 nouvelles jeunes filles ont déclaré avoir été victimes d'un cambriolage. Bonjour, je suis Aurore Crivella, je suis du groupe d'enquête criminalistique du commissariat de Montpellier. D'accord. Alors, vous avez été victime d'un cambriolage? Oui. D'accord. Vous pouvez m'expliquer un peu ce qui s'est passé? Alors, on est rentré à 3h cette nuit. Ouais, vous êtes parti à quelle heure? Donc avant 10h. D'accord. On était chez un copain et quand on est revenu, en fait, on avait la baie vitrée ici qui était abîmée. T'es posé où? Pour Manon et Colline, les 2 victimes, le choc est rude. On leur a tout volé, bijoux, ordinateurs et même un sac de sport. En fait, j'avais un sac de sport dans la chambre et du coup, il a vidé ce qu'il y avait dedans. Il a tout remettre, il l'a emmené avec 2-3 autres. Il m'a pris des chaussures aussi, on s'en est rendu compte hier soir. Il était comment ce sac de sport? C'était un sac noir, Adidas, tout ce qui est de plus basique. Avec les bandes blanches dessus? Oui, voilà, exactement. Un sac de sport avec des bandes blanches, exactement comme celui que le suspect tenait à la main la nuit dernière. Pendant ce temps-là, à l'autre bout de la ville, Eric se rend avec son sous-marin sur les lieux du rendez-vous entre le cambrioleur présumé et son receleur. La planque va avoir lieu ici, dans ce quartier HLM, au pied de l'immeuble du voleur. Le sous-marin est garé en plein milieu de la cité. Tout autour, des policiers en planque. Pour rester discrets, certains sont torse nu. « 14h, une voiture bleue arrive. Un homme avec des béquilles en sort. Quelques secondes plus tard, le suspect apparaît en compagnie d'une jeune femme. Et dans sa main, le fameux sac noir. Il le pose dans le coffre de la voiture. Mais impossible de voir si de l'argent passe d'une main à une autre. Les policiers avaient vu juste. Tout le réseau est maintenant identifié. Ne reste plus à la brigade anti-cambriolage qu'à procéder aux interpellations. Le lendemain, le commissariat est en ébullition. Eric et ses hommes ont décidé de faire tomber tout le réseau. Retour au domicile du cambrioleur, dans ce quartier sensible de la ville. Ouais, Ludo, avec Jean-Philippe, vous êtes sur place là ou pas à l'arrière de l'appartement? Ouais, je suis Eric, de Ludo, hein. Top, on est derrière vos marins, on est positionné. Bon, c'est bon, on y va. Les policiers se dépêchent pour éviter le moindre dérapage. Après quelques secondes, une femme ouvre la porte. Dans l'appartement, tout le monde dort encore. Tiré du lit, le cambrioleur présumé n'oppose aucune résistance. Mais il n'est pas le seul à être interpellé. Son beau-fils ainsi que sa compagne, soupçonnés de l'avoir suivi sur plusieurs casses, sont aussi arrêtés. L'équipe va maintenant passer l'appartement au peigne fin pour trouver du matériel volé. Dans le même temps, d'autres policiers se rendent chez le receleur. Ouvre, c'est la police. Ouvre, je vais péter la porte. Allez.
Là encore, l'homme n'oppose aucune résistance. Voilà, donc on est chargé d'une commission rogatoire. Vous êtes placé en garde à vue à compter de ce jour, lors de l'interpellation, c'est-à-dire 7h35. 7h35. Le receleur était loin d'imaginer une visite de la police. Et quand la perquisition du petit de pièces commence, les policiers mettent rapidement la main sur des dizaines d'objets volés, disséminés partout. Bijoux, ordinateurs portables, disques durs ou encore plusieurs écrans plats. Un petit peu là, on va faire quelques trajets là, ça va être bon ça. Trop de choses, il y a trop d'écrans, trop de disques durs, trop d'appareils photo, trop de bijoux. Ça fait beaucoup pour un garçon qui n'a pas de travail quoi. Tu vas prendre un petit sac de sport avec tes affaires, parce que tu vas pas revenir tout de suite, ok? Pris la main dans le sac, le receleur va être conduit au commissariat. Dans les locaux de la brigade anti-cambriolage, le moindre espace libre a été réquisitionné pour entreposer le matériel saisi dans les 2 appartements perquisitionnés ce matin. Il y en a même dans les couloirs qui ont pris des allures de caverne d'Ali Baba. On trouve des rollers, des lecteurs DVD, des appareils photo numériques, des montres, mais aussi des bibelots, des parfums, des consoles de jeux et de nombreux bijoux. Au total, des centaines d'objets provenant sans doute de plusieurs dizaines de cambriolages. Lors des perquisitions, les policiers ont aussi saisi une importante somme d'argent. Ce qui nous représente la somme de 4 602 €. C'est de l'argent qui provient très certainement et très probablement, de toute façon qui sera saisi, mais qui provient des cambriolages et de la revente de produits. Voilà. C'était la tirelire quoi. 4006. Eh ben voilà. Eric est satisfait. Le cambrioleur, lui, a été placé en cellule de garde à vue en attendant son audition. Et c'est Yann, l'officier de police judiciaire, qui va tenter d'obtenir ses aveux complets. Première audition. Première audition, ouais. Première prise de contact officielle. Vas-y, tu rentres là. Le policier interroge le suspect sur cette fameuse nuit où il a cambriolé plusieurs appartements d'étudiants. Il est 21h55. Tu tiens à la main une salle de sport noire avec des bandes blanches. On a des photos. Hein. Je vois vraiment pas où j'étais là. D'accord. Confronté à des preuves accablantes, il nie tout en bloc. Je sais pas. Est-ce que tu as pu cambrioler? Non. Et son attitude finit par énerver le policier. Par contre, tu veux jouer au con, tu veux jouer au plus fort, tu ne gagneras pas. Ok? C'est clair? Tu ne gagneras pas. Je te dis, moi, le boulot est fait. Je te l'ai dit ce matin, tu vas au ballon. Maintenant, tu joues quoi? Tu joues la durée que tu vas y passer. Tu veux jouer au con, mon grand, il n'y a aucun souci. Le cambrioleur refuse de passer aux aveux, mais les policiers ont gardé un joker dans leur jeu. Un couple, témoin d'un cambriolage, qui a aperçu le voleur et un complice. Bonsoir, monsieur, dame. Ça va? Cet après-midi, ils sont convoqués pour le reconnaître. Ça va? Dans le jargon, on appelle ça un tapissage. Ils vont apparaître là, c'est une glace santin, c'est comme dans les films, il n'y a pas de souci, ils ne vous voient pas. Il va y avoir 4e personne, on va leur mettre des numéros. Et puis à charge pour vous de voir au sein de ce groupe de personnes si vous reconnaissez ceux qui sont partis avec la Rover le 13 mars. Quoi. Les suspects arrivent, entourés par 2 policiers. Ils portent le numéro 3 et le numéro 4. L'homme avec un pull rayé, c'est le cambrioleur. À sa gauche, son beau-fils arrêté dans son appartement est venu lui prêter main forte sur plusieurs casses. C'est les deux, le 3 et le 4. C'est bon. C'est la même morphologie. Exactement, oui. Les 2 suspects sont formellement identifiés. Et après le tapissage, le cambrioleur est ramené en cellule. Après 19 années déjà passées en prison, il risque d'y retourner. Quelques heures plus tard, c'est au tour du receleur de signer sa déposition. Lui a préféré tout avouer, espérant peut-être la clémence des juges. Je ne peux pas nier ce que j'ai... Voilà. Je ne peux pas renier, ils sont tombés, vous l'avez vu, à l'improviste, ils ont trouvé des trucs, je veux dire quoi? Je les ai trouvés à la poubelle? Ou non, je ne savais pas, c'est pas possible.
En l'espace d'un an, le receleur avait mis en place un vrai business avec des tarifs pour chaque objet volé. Une entreprise criminelle qui va peut-être le conduire pour la première fois en prison. Faut dire que je n'ai pas peur, j'ai pas été pris avec un bonbon ou avec un malabar. Pour dire que ça craint pas. Et voilà. Vous avez peur d'aller en prison? Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. L'homme a finalement été condamné à 6 mois de prison ferme et 12 mois avec sursis. Quant au cambrioleur, il est reparti derrière les barreaux pour 3 années de plus. L'année dernière, près de 400 000 cambriolages ont été commis en France, mais seulement 5 000 personnes ont été condamnées pour ces faits. Les autres courent toujours et continuent sûrement de cambrioler. Face à l'explosion du nombre de ces vols avec effraction, les Français n'ont qu'une solution: se protéger. Avec une croissance de plus de 10% par an, le marché de la sécurité augmente en même temps que le sentiment d'insécurité. Je ne veux plus qu'il y ait des gens qui se baladent chez moi, qui risquent de tomber sur ma famille. Et maintenant, je pense que, oui, j'ai pris mes dispositions pour ne pas me faire agresser. Et comme dans 80% des cas, les voleurs s'introduisent dans les domiciles en fracturant la porte d'entrée, la vente des portes blindées ou sécurisées explose. Aujourd'hui, on en trouve aussi bien sur Internet que dans les magasins de bricolage. Mais combien coûtent-elles et surtout sont-elles efficaces? Notre enquête nous a montré que sur ce marché, on trouve le pire comme le meilleur. Celui qui se frotte particulièrement les mains en ce moment, on le rencontre en banlieue parisienne. Depuis 35 ans, Norbert Orgeman dirige l'une des plus importantes sociétés de portes blindées. Pour ce chef d'entreprise, la peur des cambriolages des Français est une aubaine. Et il ne s'en cache pas. Les chiffres du cambriolage ont explosé en 2013, mais le nombre de portes vendues, le port blindé a augmenté de 10% en fait. On a fait une progression qui est encore confidentielle. Voilà. Ce patron heureux refuse de nous donner son chiffre d'affaires. Salut Seb. Mais en 2013, il dépassait déjà les 29 millions d'euros. Le marché n'a jamais été aussi porteur. À vous de jouer, quel recto. Et voici son dernier modèle en date. Il offre la meilleure protection à ce jour. C'est énorme. Le secret de la résistance de cette porte, c'est qu'elle est composée de 2 parties. La première, c'est cette grosse plaque de métal découpée au laser, ensuite pliée grâce à cette machine. Et voici l'autre partie où l'on pose de la laine de roche. Elle sera renforcée avec des plaques de tôle que l'on appelle ici des omégas de résistance. C'est les omégas pour éviter qu'on fasse un trou d'homme, qu'on passe au travers de la porte ou qu'on vienne à bout de la serrure en fait. Voilà. Ne reste plus qu'à assembler le tout. Là, on a glissé le fourreau fabriqué auparavant, donc avec les omégas de rigidité. Maintenant, il vient de glisser le fourreau dans le ventail et maintenant, on a la porte blindée. Sur les portes les plus sécurisées, il peut y avoir plusieurs couches de blindage, notamment au niveau de la serrure, la première cible des voleurs. Ici, vous avez 5 épaisseurs d'acier. Vous avez la contreplaque anti-pince qui empêche le passage de pince ou qui le retarde, qui fait 2,5 mm d'épaisseur. Et là, et quand vous regardez, la porte, elle a 1, 2, 3, 4, 5 épaisseurs d'acier. Donc en fait, la porte, il y a 12 mm et demi d'acier en protection de la serrure. C'est monumental. Peinte et posée, cette porte ressemble à ça et coûte en moyenne 2 500 €. Garantie en matière de sécurité, elle peut contenir les assauts des cambrioleurs pendant au moins 15 minutes. Mais sur ce marché de plus en plus concurrentiel, on ne se contente pas d'assurer votre sécurité. On mise aussi sur l'esthétique et la technologie, comme avec cette porte blindée à digicode. Une personne qui n'a pas la clé peut rentrer en mode jour uniquement en faisant son code. On lui attribue un code, il y a 100 codes différents. Elle rentre avec son code. Si vous fermez votre porte à clé, donc là je ferme ma porte à clé, au moment où j'ai fermé la porte à clé, la clé ne sert à rien si vous n'avez pas le code. C'est-à-dire que si on arrache un sac à main, le cambrioleur, le voleur ne pourra pas rentrer avec la clé. Dans cette course à l'hypersécurité, chaque nouveau gadget se paye au prix fort. Il faut compter 3 500 € pour cette porte. À ce prix-là, moins de 10% des foyers sont équipés. Encouragées par l'explosion du nombre de cambriolages, certaines grandes enseignes de bricolage proposent aujourd'hui elles aussi des portes sécurisées et à des prix défiant toute concurrence.
À les croire, c'est jusqu'à 7 fois moins cher et avec quasiment les mêmes garanties. Pour savoir si ces portes low cost protègent réellement contre les cambrioleurs, nous nous sommes rendus en caméra discrète dans l'un de ces magasins. Bonjour, je cherche une porte d'entrée de pavillon. À écouter le vendeur, ce sont ces portes en aluminium qui proposent la meilleure protection contre les voleurs, au prix le plus raisonnable. Voilà à peu près. Là, on va monter d'une gamme, donc ça sera un peu plus sécurisé, un peu mieux isolé. Et après, Les premiers prix, c'est ça, c'est 600. Et ça, c'est bien? on arrive quand même sur du 4 ou 5 au niveau sécurité. Sur 10, donc on est déjà sur un produit un peu mieux sécurisé qu'une porte en bois classique, un point de fermeture. Ça retarde... Ça retarde combien de temps, ça? Bon, là-dessus, on est sur du 20-30 minutes. Le temps d'alerter les voisins quand même. 590 € pour une porte capable de résister à des cambrioleurs décidés. C'est 4 fois moins cher que notre porte blindée de marque. Alors un tel écart de prix se justifie-t-il? Pour en avoir le cœur net, nous nous rendons au CNPP, le Centre national de protection et de prévention. C'est ici, dans l'Eure, que sont testés toutes sortes de matériel de sécurité. Portes, coffres-forts, mais aussi distributeurs automatiques de billets. Et voici Hervé, le directeur du laboratoire. C'est lui qui supervise le test des portes et délivre la garantie A2P, un label anti-effraction reconnu par les professionnels de la sécurité. Mais la porte que nous avons achetée, il doute qu'elle puisse résister longtemps à son traitement de choc. Clairement, ça me paraît très difficile qu'elle tienne 20 à 30 minutes. Pourtant, cette porte nous a été vendue comme possédant 3 points de fermeture, une garantie. Mais première mauvaise surprise. Pas des points de fermeture, on ne les compte pas comme points de fermeture. D'accord? Donc ça ne compte pas. Celui-ci ne compte pas. Celui-ci, on pourra le compter comme un pen. D'accord? En fait, vous avez un point qui est là. Celui-ci ne compte pas. Et celui-ci ne compte pas. Donc en fait, je ne sais pas comment elle vous a été vendue. Pour nous, c'est une serrure 1 point. Pour le test, les 2 portes ont été installées côte à côte. La blanche que nous avons achetée moins de 600 € et à droite la porte blindée de marque à 2500 €. Alors ça, c'est l'outillage de base. Perceuse à cul, marteau, 2 tournevis, un pied de biche et des cales. Donc si ça tient 20 minutes, je vous paye une bouteille de champagne. Et voilà, c'est relativement rapide. C'est Christian, le monsieur muscle du CNPP, qui est chargé de fracturer les 2 portes à l'aide de cette panoplie complète du cambrioleur. Quand tu veux. Et l'expérience est chronométrée. 4 secondes. La porte achetée dans le magasin de bricolage était pourtant censée résister près d'une demi-heure. Porte sécurisée low cost ou pas, en 25 ans d'expérience, Hervé n'a jamais vu ça. Ouais, c'est un peu rapide là, quand même. T'es prêt? Quant au verre vendu comme incassable, on se demande comment il pourrait retarder un cambrioleur. C'est au tour de la porte blindée de marque de subir l'épreuve imposée par Christian. Comme il s'agit d'un produit haut de gamme, Hervé met les moyens. Donc on va rajouter tout ça. Pour tenter de la fracturer, à l'outillage de base, il ajoute une hache, une perceuse et une scie électrique. On est vrai? Ok. Parti. Impossible d'ouvrir la porte en s'attaquant à la serrure avec un tournevis. Et les secondes passent. On est déjà à 39 secondes, mais en fait, on a condamné complètement la serrure. C'est-à-dire qu'on peut continuer, il ne va rien se passer. Prêt? C'est parti. Pied de biche, hache et scie électrique. La porte de marque résiste toujours. Elle mérite bien son label A2P qu'il faut exiger quand on s'équipe d'une porte blindée. En tout cas, les cambrioleurs éventuels, eux, sont découragés depuis longtemps. Quant à la porte achetée près de 600 €, elle ne présente aucune garantie. Même si elle équipe sûrement des milliers de pavillons en France. Mais la porte blindée n'est pas la seule solution vers laquelle se tournent les Français pour se protéger. Aujourd'hui, on achète des alarmes, comme de l'électroménager. Celle qui se vend le mieux, c'est ce pack,
allant d'une centaine à un millier d'euros. En cas d'intrusion, des capteurs déclenchent l'alarme. Vous êtes ensuite alerté directement sur votre smartphone et des caméras de surveillance enregistrent tout. Comme lors de ces véritables cambriolages, un voleur qui fouille dans des tiroirs ou ce jeune homme paniqué qui prend la fuite après le déclenchement de l'alarme. Nous sommes dans l'Oise, à Sampuy. Ce matin, Yann a rendez-vous chez un client. Lui aussi se réjouit de l'explosion de ce nouveau marché de l'insécurité. Bonjour. Vous allez bien? Bien et vous? Bon alors, toujours content? Ça fonctionne parfaitement. Depuis un an, ce représentant d'un grand opérateur de téléphonie tente d'équiper les Français avec son alarme box. Un système parmi les moins chers du marché. Donc installé dans le salon et les capteurs partout dans la maison. Un peu partout dans la maison, effectivement, au point stratégique. Je vois qu'il y a la caméra derrière vous. Oui. Jean-François s'est laissé séduire par ce pack à moins de 100 € et que vous pouvez installer vous-même. Et même s'il paye 20 € d'abonnement par mois en plus, ces tarifs ont été très incitatifs. D'autant qu'il venait de se faire cambrioler. Ils ont fracturé la serrure et ils sont rentrés par là. Et il n'y avait pas de capteur à l'époque. Voilà. Donc on les a fait poser depuis, justement pour sécuriser encore plus. Je ne pensais pas qu'une véranda était si vulnérable. Donc on a agi en conséquence. Mais comment fonctionne ce type de système bon marché? Et surtout, est-il vraiment fiable à 100%? Pour le savoir, nous simulons une effraction. Votre présence a été détectée et signalée au centre de surveillance. À peine entré, le faux cambrioleur déclenche un message d'alerte. Puis les capteurs font sonner l'alarme. La sirène s'est déclenchée, j'ai reçu un SMS et en plus la centrale m'appelle pour me signaler qu'il y a eu une intrusion. Message automatique. C'est un message En fait, il y a un appel automatique qui est généré et un SMS ou un email, différents moyens de communication pour prévenir le client qu'il y a eu une intrusion. Il reçoit également des images filmées par sa caméra. C'est à la réception de tous ces messages que le client pourra prévenir la police ou une société de protection privée. Encore faut-il qu'il soit joignable. C'est la limite de ce système, c'est que ça repose sur le fait que le client est joignable. Donc si je passe beaucoup de temps dans un tunnel, je ne vais pas être joignable, ça va marcher. Après, la plupart des gens sont joignables 99% du temps parce qu'ils sont sous la couverture d'un réseau de bonne qualité. Un millier de ce genre de système est installé tous les mois chez des particuliers. Mais vous allez voir, il existe encore beaucoup mieux en matière d'alarme. Car il y a une clientèle qui, elle, est prête à dépenser toujours plus d'argent pour s'offrir le nec plus ultra de la sécurité. Nous sommes à Avignon, dans le sud de la France. Antoine est le patron d'une jeune société spécialisée dans la vente de systèmes anti-intrusion innovants à destination de ses clients au portefeuille bien garni. Ici, vous avez donc une technologie qui est un lecteur de reconnaissance faciale combiné à de l'empreinte digitale. Donc je me place devant le lecteur. Reconnaissance de mon visage. Donc je vais placer mon empreinte digitale et à partir de ce moment-là, également, je peux rentrer dans les locaux. Pour s'offrir ces deux boîtiers, il faut compter 2 000 €, installation comprise, auquel s'ajoute un abonnement de 55 € par mois. À ce prix-là, les cambrioleurs ne réussissent pas à entrer chez vous. En tout cas, pas par la porte. Mais Antoine réserve une autre mauvaise surprise aux voleurs. Donc ici, le second rempart après le contrôle d'accès. Donc très simple, il va projeter un brouillard opacifiant très puissant et très opaque. Ce système va être directement relié à différentes solutions de détection et d'armement. Je vais simuler une intrusion très simplement et vous allez voir que quand le détecteur va me prendre, le système va propulser tout de suite. Donc là, le détecteur me prend. Cette épaisse fumée blanche est inoffensive, mais c'est un piège à cambrioleurs, car plus les secondes passent, et plus le brouillard épaissit. Je vois absolument plus rien. Donc là, vous pouvez même plus vous mouvoir. Voilà, je viens de tomber. Une seule solution s'offre alors aux malfaiteurs,
faire demi-tour et ressortir les mains vides. Donc voilà l'arme la plus dissuasive en fait aujourd'hui pour l'intrusion. Une dissuasion payée au prix fort. 3 500 € plus 78 € d'abonnement mensuel. Mais le traumatisme des victimes de cambriolage, c'est de ne pas retrouver les objets de valeur auxquels ils tiennent tout particulièrement. Alors les entreprises comme celle d'Antoine proposent aujourd'hui un tout nouveau système utilisé par la police anglaise de Scotland Yard, le traceur chimique. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, ça va, vous? En moins d'1 an, Julien a déjà été victime de 2 cambriolages qui lui ont coûté entre 25 et 30 000 €. Non, merci, c'est Non, ça. La première fois qu'on s'est fait cambrioler, ils ont pris tout l'électroménager, le frigo américain qui fait 200 kg, ils l'ont pris. De la haute, ils l'ont démonté, ils l'ont pris. Plaque de cuisson, pareil. Il n'y a plus rien qui arrête personne. Exaspéré, ce gérant d'exploitation agricole de 32 ans a décidé de s'équiper du système révolutionnaire proposé par Antoine. Norme qui est donc ça se présente sous cette forme. Vous avez un bâtonnet en fait qui est trempé dans le liquide directement. D'accord. Et on va marquer alors sur des endroits un peu particuliers qui sont en général ce qu'on appelle les interstices, parce que ça accrochera encore mieux en fait. Dans ce petit tube en plastique, le fameux traceur chimique. Un mélange indélébile d'eau et de molécules. Le tout décelable uniquement à la lampe ultraviolet. Par exemple ici, donc voilà. Là vous avez marqué votre four. Invisible à l'œil nu et inodore, ce traceur chimique est unique et peut être repéré pendant au moins 5 ans. Ordinateur, tableau de valeur, Julien va marquer 70 objets dans sa maison. Il y a des endroits un peu particuliers. Je vais marquer le maximum de choses. Le but étant, si jamais on se faisait cambrioler, d'avoir une chance supplémentaire de retrouver nos objets. Grâce à cette sorte de mouchard indétectable, les forces de l'ordre pourront identifier à coup sûr ces objets volés et vous les restituer. Un système de protection efficace si vous le déclarez au préalable à la police et à votre assurance. En tout cas, ce jeune entrepreneur, lui, est convaincu que c'est la meilleure solution pour ne pas trop perdre d'argent à cause d'un cambriolage. Aujourd'hui, les assurances, plus on leur apporte de garanties et de facilité de traçage ou de protection, de force de dissuasion, aujourd'hui, elles vont forcément vous assurer un peu plus et moins rechigner la valeur de dédommagement. L'opération est peu onéreuse. 90 € le traceur, plus 60 € d'abonnement par an. Mais cela suffit pour le moment à calmer le sentiment d'insécurité de Julien. Pour le prix, il a même droit à son petit autocollant pour dissuader les cambrioleurs de s'attaquer à sa maison. Encore épargnés il y a quelques années, les campagnes sont devenues un véritable terrain de chasse pour les cambrioleurs. Et dans ces coins reculés, une nouvelle pratique explose contre laquelle il est difficile de se prémunir. C'est ultra violent, on appelle ça le homejacking, un cambriolage commis en présence des victimes. Ces derniers mois, un département a été particulièrement touché. Le même week-end, dans le Nord-Pas-de-Calais, pas moins de 3 familles ont été victimes d'une bande de cambrioleurs au comportement barbare. Christine, 53 ans, femme d'un important entrepreneur de la région, vient de terminer de dîner avec son mari et quelques amis quand un trio de malfaiteurs se jette sur elle. Donc là, il m'emmène, toujours un qui me ceinture et qui me demande toujours de ne pas crier. Il est 21 h, son calvaire ne fait que commencer. Ils m'ont assise par terre à ce niveau-là. Ils ont pris une écharpe qu'il y avait dans l'entrée. Ils m'ont attaché les mains très serrées et ils ont commencé à tout retourner. Mais vraiment sans faire de bruit. Pour ne pas, je pense, réveiller mon mari. À cet instant, les cambrioleurs pensent que la maison abrite un coffre-fort bien garni et ils vont tout faire pour mettre la main dessus. La bande a tout l'air de voleurs chevronnés et ils n'oublient pas non plus de faire main basse sur les cartes bancaires de Christine. Il m'installe ici, j'ai toujours les mains ligotées et j'ai le revolver sur la tempe. Voilà. Et là, il me vide le sac. Il me demande de noter les numéros des codes, des cartes bancaires. Pour ces malfaiteurs, le butin est trop faible. Après avoir mis à sac le rez-de-chaussée à la recherche d'objets de valeur,
Ils décident de monter à l'étage pour faire parler Louis, le mari de Christine, profondément endormi malgré le drame qui se joue. Ils veulent lui faire avouer l'emplacement du coffre. Du coup, ils redoublent de violence. Il commence à le taper. Avant, il lui pose des questions à savoir où est le coffre. Il dit il n'y a pas de coffre. Bon, il ne s'était pas laissé faire non plus sur le lit. Hein. C'est pas un tempérament à se laisser faire. Donc là, ils ont été un peu plus violents avec lui. Ils l'ont jeté par terre. Ils ont commencé à lui donner des coups de couteau dans les jambes, toujours pour le faire parler, et taper avec cette barre, ce pied de biche. Le pied de biche qu'ils avaient depuis l'entrée. Il y en a un de l'équipe qui voulait me couper le pied avec le couteau. Vous coupez le pied? Il voulait me couper le pied. Si je ne parlais pas... Il a eu les pieds bien abîmés. Hein. Si je ne disais pas où était le coffre. Quand j'ai vu comment il tapait mon mari, là j'ai pris conscience que c'était pas la première fois déjà et d'une. Ils étaient déjà... Ils avaient déjà la manière de faire. Voilà, c'était pas leur première expérience. Mains liées derrière le dos, Christine assiste impuissante à cette véritable séance de torture qui dure plus d'une demi-heure. Visage tuméfié, plaies sur tout le corps à cause de dizaines de coups de couteau, plusieurs côtes cassées, Louis s'en sort avec 2 jours d'hospitalisation. 6 mois plus tard, le couple n'arrive pas à oublier ce déchaînement de violence qui a bien failli lui coûter la vie. Voilà, donc j'ai pris quelques photos par la suite pour les assurances. Et ici, donc, il y avait une belle mare de sang, puisqu'il est resté couché là un moment. Hein. C'était vraiment très sanglant. Voilà. Alors, comme je vous fais remarquer, actuellement, je dors avec mon calibre 16 qui est chargé au pied de mon lit. En l'absence de coffre-fort, les cambrioleurs finissent de fouiller la maison et mettent la main sur un vrai pactole. 2 montres de luxe, des bijoux et une quinzaine de fusils de chasse. Au total, près de 100 000 € de préjudice. Ne trouvant rien de plus, ils décident de partir en volant le 4x4 garé devant la maison. Depuis, Christine et Louis sont comme les victimes d'un attentat. Les gestes du quotidien sont devenus pour eux un calvaire. Je dors avec les chiens. Je sors pratiquement plus de la maison. Je sursaute au moindre bruit. Alors que j'étais quand même tout le temps à l'extérieur avec mes animaux. Maintenant, le moindre bruit dans les graviers, ou aller fermer la grille, pour moi, c'est même pratiquement plus faisable. La nuit, le moindre bruit, maintenant, je me réveille. Je suis... Sur le qui-vive. Je suis sur le qui-vive, je suis inquiet. Pour le couple, il y a désormais un avant et un après le cambriolage. Ils se sont repliés sur eux-mêmes et Christine reste traumatisée. J'installe des bouteilles vides derrière la porte d'entrée. Comme ça, s'ils viennent à pousser la porte d'entrée, les bouteilles vont tomber, je vais forcément me réveiller, les chiens vont aboyer. Enfin, je sais pas, c'est peut-être ridicule, mais pour l'instant, c'est une petite astuce. Je suis pas aussi gaie qu'avant. Voilà, je me dis qu'on aurait pu y rester. Et on devrait voir la vie en rose maintenant, puisqu'on est toujours là, mais ça se fait pas comme ça. Je pense que ça se fait pas du jour au lendemain. Christine et Louis ont décidé d'équiper leur propriété d'un système d'alarme. Mais il va falloir du temps avant que leur nuit ne soit plus hantée par le souvenir de toute cette violence. D'autant qu'on n'a jamais retrouvé leurs agresseurs. L'an dernier, plus de 3000 foyers ont subi une agression de ce type. Mais dans ces coins reculés de France, l'ampleur du phénomène pourrait bien poser d'autres problèmes et pousser les victimes à se faire justice elles-mêmes. Comme ici à Magnac-la-Valette en Charente, à 18 km d'Angoulême. Il y a quelques jours, c'est un retraité de 70 ans qui a été agressé à son domicile. Depuis, le petit village de 450 âmes est sous le choc. L'affaire suscite une vive émotion, mais certains ont tout de même accepté de nous parler.
Bah, nous, on n'a pas de... En campagne, on n'avait pas de psychose il y a encore... il y a 5 ans ou 3 ou 4 ans, il n'y avait pas de psychose. Mais maintenant que on s'aperçoit que la délinquance, elle se déplace, on entend toujours, tous les 8 ou 10 jours un cambriolage qui s'est passé dans la région, soit dans des maisons secondaires, soit dans des commerces, chez des commerçants, soit chez des particuliers maintenant. Alors où va-t-on, hein, surtout quand ça se passe la nuit. Ah ben, moi, personnellement, s'il y en a un qui vient à la maison, que j'ai le temps de poser la main sur mon fusil, il faudra mieux qu'il se couche. Hein, parce que s'il se couche pas, il va se coucher quand même. Ça, c'est sûr et certain. Ça. Moi, il n'y aura pas de cadeau. Ça, non, non. Bah, de toute façon, Ils sont bien gentils, mais on est quand même chez nous. On va droit à des bavures. Hein. C'est pour éviter ce genre de bavure et que les victimes se retournent contre leurs agresseurs que le maire Didier Joby vient de prendre une décision originale. Puis là, on va en discuter. Comment on fait pour enlever les fusils? Lui veut distribuer gratuitement aux habitants un kit de sécurité. Des projecteurs à déclenchement automatique, tu vois, des petites chaînettes ou des systèmes de sécurité. Le problème, c'est qu'on y trouve aussi des bombes lacrymogènes, considérées comme des armes dans notre législation. Un maire qui propose des armes, une première en France. Alors il tente de convaincre les élus de se rallier à sa cause. Sylviane, à ce soir. Je t'en prie, bye. Et tout ça doit être discuté le soir même lors d'un conseil municipal extraordinaire. Oui, on est touché par les cambriolages. Moi, je le vois personnellement, que ce soit pour des bâtiments que j'ai à disposition. Eh bien, il n'y a rien à voler dedans. Mais tous les 15 jours, les portes sont fracturées, les chaînes sont coupées. Je ne mets plus rien, je laisse tout ouvert. De toute façon, ils prendront ce qu'ils voudront. Et puis voilà. Parce que de toute façon, il n'y a rien qui les arrête. C'est ce genre de vol qui a fait grimper en flèche le sentiment d'insécurité dans le village depuis quelques années. Mais avec la dernière agression, pour tous, les limites ont été atteintes. Le danger est d'autant plus grand qu'ici, c'est une région de chasseurs. Des fusils, il y en a presque dans toutes les maisons. Malgré les drames que cela pourrait entraîner, ils sont nombreux à revendiquer l'autodéfense. Nous, de toute façon, on a les fusils, on les a sortis, on les a mis en bonne position pour les recevoir. Donc, ça, c'était pas, à mon sens, la solution. Et ce qu'on va proposer ce soir, c'est voir toute la prévention, bien sûr, qui peut être mise en place. Si le maire a particulièrement été touché par l'événement, c'est que la victime est comme lui, un élu. Avant ce conseil municipal exceptionnel, Didier se rend chez lui pour prendre des nouvelles de sa santé. Bon, Lucien, oui, bonjour, ça va depuis ce matin? Ben, ça va, merci. Bon, vous avez vu les psychologues alors, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé, oui, ce sont des dames charmantes et puis qui nous soutiennent un petit peu. Voici Lucien, le retraité, qui a été agressé à son domicile. Le drame s'est produit en début de soirée. Alors que Jeanne, sa femme, prépare le dîner, un homme cagoulé et armé d'un fusil tente de pénétrer chez eux. J'ai aperçu une silhouette. Donc, pour voir la personne et pour savoir si c'était un renseignement qu'elle voulait, j'ai ouvert ma porte et je me suis trouvé face avec un individu qui tenait une arme et qui a braqué son arme sur mon abdomen en me demandant de l'argent. Mais Lucien résiste et tente de désarmer son cambrioleur. Et je lui ai pris, avec la main, je lui ai pris le canon de son arme. Et c'est là où il a fait, je ne sais pas, un quart de tour, et il a tiré volontairement, il a tiré intentionnellement pour se défendre. Sans même s'inquiéter pour sa victime, l'agresseur prend la fuite en se faufilant à travers les arbres du jardin. Il laisse Lucien blessé au visage, baignant dans son sang. Je vais peut-être l'enlever, vous allez voir là. La blessure est superficielle. Le retraité a eu de la chance. Les plombs tirés par le fusil n'ont pas atteint de fonction vitale. Mais lui, comme Jeanne, sa femme, ne sont pas prêts d'oublier ce cauchemar. Allez. J'y suis allée et c'est là qu'il s'est tourné vers moi et j'ai vu qu'il avait du sang partout. C'est pas possible que dans la société à laquelle on vit aujourd'hui, on puisse avoir des gens qui font ce type de choses sans savoir si même il y a de l'argent derrière. 5 jours après le homejacking qui a bouleversé la vie de Magnac-Lavalette, le conseil municipal extraordinaire que le maire a organisé va avoir lieu. Didier
veut absolument faire voter sa proposition de kit de sécurité. Bonsoir. Pour l'occasion, une poignée de journalistes a fait le déplacement. Ça va être à huis clos alors? Oui, enfin, c'est pas moi qui décide, c'est le conseil, mais... Les bombes lacrymogènes du maire ont créé la polémique. Prudent, Didier tient à rappeler qu'il n'y a pas que ça dans son équipement. Je suis voisin. On parlait de huton, de sécurité, on parlait de chaînettes, on parlait de verrous. Finalement, les 9 élus du village ont fait le déplacement. Et parmi eux, évidemment, Lucien, par qui l'affaire a éclaté. Se sentant concerné, les gendarmes sont eux aussi de la partie. Des bombes lacrymogènes. Alain, mon commandant, on s'assoit. C'est l'heure du vote des élus. Et comme prévu, il restera secret. 1h30 plus tard, le conseil a pris sa décision. La municipalité proposera à ses administrés l'achat groupé du matériel, avec des aérosols d'autodéfense, à la place des bombes lacrymogènes, jugées trop dangereuses. Le kit sécurité du maire ne sera pas gratuit mais moins cher, et restera donc à la charge de chacun. Mais pour Didier, c'est une victoire. Je suis convaincu qu'ils auront la sagesse de ranger les fusils et de mettre plutôt des choses qui ne sont pas, qui sont en tous les cas autorisées à la vente et qui sont beaucoup moins dangereuses. Et c'était ça le combat. Depuis l'agression de Lucien, un tiers de la population de Magnac-la-Valette a acheté du matériel pour un montant allant de 10 à 70 €. En passant par notre intermédiaire. Selon l'Observatoire de la délinquance, à cause de l'explosion du nombre de cambriolages, plus de 17% des Français déclarent aujourd'hui se sentir en insécurité.